Bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis à Buenos Aires. C'est pour ça que j'interviens dans l'introduction du séminaire d'aujourd'hui. Vous me direz après qu'est-ce qu'ils ont fait les autres. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on avait choisi comme thème la suite du dernier séminaire où on avait parlé un tout petit peu des différentes hypothèses d'organisation, non? C'est-à-dire, on avait vu comment dans la robotique on essayait d'introduire, on avait vu les robots fourmis, on avait vu l'hypothèse après laquelle on pouvait créer des robots qui modifiaient leur corps, et on avait travaillé autour de cette idée qui est une idée centrale dans la... Je te regarde toi, je regarde là, le discours électoral. Et on avait vu l'idée centrale, c'était l'idée centrale des bases tellement simples mais tellement importantes historiquement dans l'intelligence artificielle, la vie artificielle, qui est l'idée de que tout est bottom-up, c'est-à-dire que des petits robots programmés pour faire deux choses, ils peuvent faire 3, 4 par itération. Et effectivement, ça qui semble être comme ça un truc tellement, mais tellement de base, comme ça, etc., est quand même fondamental dans les credos de ce qui va s'appeler d'une façon un peu plus sachante, savante, les systèmes multi-agents, avec émergence, avec des qualités émergentes, et quand même ce qui justifie cette sorte de credo de base de notre époque, de la biologie moléculaire, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de passage des compétences du vivant vers la machine, parce qu'on dit, voilà, c'est comme ça, et voilà, c'est comme ça que ce qu'on appelle la vie existe, hein. C'est comme ça que ça se développe, les systèmes archi-complexes, à partir d'éléments absolument simples. Et effectivement, je connais des amis, Jean-Paul Bacquiast, de Automates Intelligents et d'autres gens comme ça, de la robotique française, qui aujourd'hui attendent de voir comment est-ce qu'une morale va émerger de la de la système multi-agent, n'est-ce pas, de la coopération, de coopération, disons de la interaction, pour être un peu neutre, n'est-ce pas, l'interaction. Simplement, je rappelle que la dernière fois, on a vu dans les petits films, on a vu le français avec ses petits robots dans lesquels il disait le robot, il veut savoir, n'est-ce pas? C'est important de marquer ces petits glissements qui sont immenses. Le robot veut savoir, hein? C'est-à-dire le robot, il est curieux. Ou par exemple, quand il présente comment un robot émet un son face à un objet qu'il trouve, et il fait ching, non? Alors le robot d'à côté, sans avoir heurté l'objet, enregistre ching, non? Et enregistre que ching, c'est ce truc-là. Et au fait, le mec il dit, et voilà comme il naît un langage. Non, bon. Alors, le problème est que, effectivement, ceci qui est dit de la façon, au vu comme ça semble quand même incroyable, non? Je répète, c'est quand même la base vraiment de ces mondes agrégats, ces mondes dans lesquels, pour le dire comme ça, rien n'existe dans ce qui existe. Hein? Ce qui existe, c'est ce qui est donné, comme ça, les molécules, les parties qui peuvent effectivement s'agréger à l'infini, hein? Mais il n'y a rien dedans qui fasse une unité organique. Hein? C'est pour ça que la dernière fois, j'ai expliqué quelque chose que j'avais déjà expliqué plusieurs fois, mais que ça me semble très important, parce qu'on les comprend différemment au fur et à mesure qu'on avance. Comment dans l'intelligence artificielle, dans la biologie actuelle, on comprend la fonction conscience ou la fonction unificatrice, n'est-ce pas? On comprend ça comme la fonction monitoring, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une fonction technique qui va monitorer les ensembles des pièces, hein, qui constituent l'artefact,
Et effectivement, cet ensemble de pièces va être régulé, modifié, on va informer qu'il y a une défaillance quelque part, mais la fonction monitoring n'est pas une fonction top-down, non, d'en haut vers le bas holistique, ni organique, pas du tout. C'est une fonction de plus, n'est-ce pas? C'est la fonction monitoring. Et y compris, on se dit, bon, la fonction monitoring, par exemple, est la fonction qui peut, à un moment donné, provoquer, s'il a une mauvaise information, provoquer une mauvaise réaction face à l'environnement. N'est-ce pas? Par exemple, si nous disons, voilà l'exemple que j'ai donné de deux petits chats, quand on ouvrait un frigo qui faisait beaucoup de bruit, non? Un de deux petits chatons sortait en courant parce que le bruit était le signal danger, donc il avait un signal pour deux réactions différentes, n'est-ce pas? Deux réalités différentes, parce que là c'était pas danger. Et un autre petit chaton, il a été possible de distinguer deux possibles dans le même signal et donc voir les nuances, n'est-ce pas? Bon, alors le deuxième chaton, effectivement, on va dire, il avait une information plus appropriée par rapport à ces signaux-là, par rapport au premier chaton. Donc, par rapport à la fonction monitoring, on dirait que ça serait mieux de diminuer la fonction alerte du monitoring du petit chat qui fuit, n'est-ce pas, pour l'adapter au bruit. Ça, à niveau moléculaire, ça donne d'autres choses beaucoup plus complexes, c'est-à-dire que si nous, d'un point de vue biologique plus classique, organique, on reconnaît que déjà dans une amibe, non, il y a quelque chose qui est une rétention, quelque chose qui la retient. Non? C'est quoi? Ce qui la retient, c'est la longue durée, l'évolution, la coévolution, etc. Et quelque chose qui est une propension, qui sont ces tendances, n'est-ce pas? Nous sommes en train de dire, déjà pour l'amibe, il y a du sens. Un milieu a du sens par rapport à sa structure. Bon. Dans l'idée de la fonction monitoring, il n'y a pas de sens. Il y a une bonne ou mauvaise information, comme dans les cas de chatons, non, par rapport au stimuli du milieu. N'est-ce pas? Alors c'est pour ça que nous avons travaillé, mais on peut revenir la prochaine fois, certainement, on va revenir plusieurs fois, dans la barrière transductive stochastique, non, en disant c'est la transduction, c'est pas la traduction. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un stimuli qui est bien ou mal interprété. Sinon, tout principe organique dit un organisme réagit par rapport à lui-même, agit par rapport à lui-même, ne réagit jamais, agit par rapport à lui-même. Bon, cet agir par rapport à lui-même est la base du sens. Est la base du sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Du côté des organiques, effectivement, il y a un agir qui, comme dans les cas des scorpions, parfois le conduit à sa mort, non, dans l'histoire des scorpions. Dans les cas de l'artefact, qu'est-ce qui pourrait bien ordonner les actions d'un artefact qu'on essaye d'améliorer à l'infini? C'est là où il apparaît l'élément central de l'idéologie dominante actuelle, qui est une idéologie très idéaliste, très métaphysique, même si ça se passe avec des petites machines, qui est la performance. Okay? La performance est l'idée centrale de l'idéologie dominante, irrationnelle, non, actuelle, qui dit il faut améliorer les systèmes pour qu'ils soient performants par rapport au milieu. Alors, l'idée de performance est une idée très difficile à expliquer rationnellement parce qu'elle est irrationnelle. L'idée de performance, elle est irrationnelle parce que performance, ça veut dire que par rapport à un stimuli A, il y aurait possibilité de savoir qu'est-ce qui est performant, parce que performant par rapport à qui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, par rapport au petit chat qui fuit, n'est-ce pas? Rester là, ça serait plus performant. Ça serait plus performant, mais à la fois, sa crainte, peut-être, un jour, va lui permettre de survivre par rapport à l'autre con qui va rester un peu plus, ou sa crainte va transmettre autre chose à ses propres petits chatons, ou dans tous les cas, dans l'ensemble des chats, sa crainte a une fonction, n'est-ce pas? Or,
dans le biologique, la fonction de quelque chose, à quoi ça sert quelque chose, ne peut jamais s'expliquer juste par rapport à ça sert ou pas d'un point de vue survie, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, 80% des mécanismes dans un organisme, qui s'expliquent par rapport à la longue évolution et qui n'ont aucune explication là. Sauf que si on les enlève, on le tue, l'organisme. Si on va vers l'utile, synchroniquement utile, on écrase l'organisme. Alors, performance, ça veut dire quoi? Performance, ça veut dire l'installation d'un critère absolument synchronique, qui se base dans l'idée de plus, c'est mieux, mieux. Mais plus quoi? On ne voit pas bien quoi. Je voudrais bien essayer d'introduire au moins cet contenu si irrationnel, parce que la performance paraît aller de soi. Tout le monde pense qu'on sait qu'est-ce que c'est être performant. Par exemple, d'un point de vue médical, quelqu'un qui tous les matins se lève, que tous les matins il est au taquet, que tous les matins comme ça, moi tous les matins. D'un point de vue médical, il y a quelqu'un qui va mal, qui est un peu en danger, parce que qu'est-ce que c'est cet organisme que jamais va fléchir, que jamais va ramollir, que non, c'est-à-dire que qu'est-ce que signifie aller bien sans aller mal, n'est-ce pas? Donc, d'un point de vue philosophique, parlons pas de la performance. Donc, la performance est effectivement la capture par le macro-organisme économique, la macroéconomie, hein, de l'ensemble du vivant. Hein, on dit, qui est plus, c'est mieux. Non? Alors, là, la performance, effectivement, il faut voir, nous allons l'étudier de deux points de vue, hein, parce qu'il y a au moins deux types de performance, deux conceptions de la performance différentes. Une conception qui est la performance dans ce que Spinoza appelle une exigence interne, donc organique. Alors là, effectivement, on est dans ce qui est encore peu, on est dans la possibilité d'explorer des nouveaux possibles de l'organisme, n'est-ce pas? Et il y a une performance due à une nécessité externe qui, au contraire, écrase la puissance de tout organisme, ou d'une société, ou d'une personne, peu importe, n'est-ce pas? Alors, effectivement, la performance interne est la performance qui est le connatus lui-même, c'est-à-dire c'est persévérer dans son être, non? Et elle est propre de la vie, parce que l'être est un effort pour être, non? Et la performance extérieure, elle, effectivement, c'est qui va écraser cette intériorité, la va émietter pour s'assimiler à quelque chose de tout à fait extérieur qui capture au nom d'un projet qui est autre. Alors, dans les théâtres et dans les arts, nous sommes très très bien placés pour essayer d'étudier cette différence des performances. Il faut bien voir quand même qu'aujourd'hui, moi par exemple en tant que clinicien, je suis un clinicien qui ne parle jamais des sexualités. Parce que je pense que ce sont des conneries d'un Viennois il y a 2 siècles, non? qui parlait de cul et je sais pas quoi. Et mes patients me parlent de cul. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a toute la porno à portée de toutes les bourses, qui effectivement fait que les gens vivent les sexes sous un mode performant. Mais c'est flagrant, c'est-à-dire c'est pas comme moi je vis ma sexualité, d'ailleurs avec des personnages différents, de des façons différentes, comment est-ce qu'on trouve une exigence interne de sexualité. Mais c'est comment, dès l'extérieur, on formate une exigence extérieure. Bon. Alors la performance sexuelle, la performance économique, la performance au travail, la performance... Bon. Tout ça sont des performances extérieures. Il y a une performance, que ça serait très intéressant d'étudier, effectivement, qui est frontière, qui est la performance sportive. Est-ce que les sportifs obéissent à une exigence externe? Très certainement, en très grande mesure, étant donné que le corps sportif est un corps très important pour la machinisation du corps. Donc, le sport a été, depuis ces fascistes, les barons de Coubertin, a été effectivement, et chaque grande Coupe du Monde, chaque Jeux Olympiques, on voit ces retours du grand fascisme, n'est-ce pas? Le corps est le lieu d'expérimentation des performances extérieures, que ce soit le parti ou que ce soit l'entreprise, n'est-ce pas? Bon, très bien.
Donc c'est intéressant de voir comment dans les sports, il y a une frontière. Il y a ça, mais il y a peut-être aussi des exigences internes qui peuvent s'exprimer dans les sports. C'est un champ de lutte, pour le moment absolument gagné par l'ennemi. Et finalement, voilà, la performance artistique dans laquelle il y a une exigence, énorme, terrible, qui fait que l'artiste, pas pour rien, va assimiler à celui qui galère, qui pour obéir et pour suivre son art, va quand même trimer, n'est-ce pas? Mais dans laquelle il y a effectivement ce qui pousse comme une haute exigence qui oriente nos vies et qui est à considérer comme Goethe nommait ça la grâce. C'est-à-dire qu'être traversé par une exigence artistique, ou moi je dirais même des recherches, n'est-ce pas? Et la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un dans la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire de vraiment être structuré par une exigence comme ça, à laquelle on lui laisse toute la place possible. Et là, effectivement, il y a une question de performance. Non? Là, par rapport à la performance interne-externe, je dis juste un dernier mot, nous avons parlé la dernière fois, il faudrait revenir, au fameux expérimentation, je ne sais pas comment on dit pas, expérimentation, de Turing, n'est-ce pas? Dans lesquelles il essaye de montrer qu'il est difficile de dire si on est en train de parler en rapport avec une machine ou avec un homme, n'est-ce pas? Je pense que là, il y aurait beaucoup à dire du côté de à quelle performance on obéit. À quelle performance on obéit, n'est-ce pas? Et bon, il faudrait parler d'handicap, il faudrait parler de beaucoup de choses, parce que, effectivement, une chose, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, un handicap, n'est-ce pas? Et bien que socialement, culturellement, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'est vraiment un handicap, n'est-ce pas? Mais bon, quelqu'un qui vraiment se trouve dans une situation de diminution de perfection, comme dirait Spinoza. Effectivement, chose c'est, j'explore mes possibles, étant donné que j'ai des jambes à moi, ou que j'ai la puissance quelconque en moi. J'explore mes possibles. Et autre chose, c'est tout à coup que techniquement, on structure ce que de moi reste pour être performant depuis une exigence extérieure. Non? Alors, on voit bien que cette question de la performance touche beaucoup de choses, beaucoup de choses, et que, par exemple, il est même difficile pour des artistes, pour des chercheurs, de voir comment on obéit à une performance quand cette performance-là ne se manifeste pas par un succès de performance économique ou quantitatif. Merci.